Moi, je vais essayer d'appeler ma cousine Marmotta avec mon nouvel émetteur radio. Mais comme on peut pas parler, je vais devoir lui envoyer du morse. Coucou Marmotta. Ici, c'est Marmotton. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par le monde magique et merveilleux de la radio. Je me suis toujours demandé comment on pouvait communiquer d'un point à un autre de la planète sans fil et de manière invisible. Ça fait maintenant 4 ans et demi que j'ai commencé la Tronic Aventure. Je rappelle, je suis parti vraiment de 0, et compte tenu de mes modestes progrès en 4 ans et demi, eh bien j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi près de pouvoir commencer à comprendre comment fonctionne la radio, côté émission et côté réception. Alors il y a 2 ans, j'avais déjà fait une vidéo sur l'initiation à la radio, notamment avec l'expérience du cohéreur de Branly que j'avais pu reproduire. Mais maintenant, mes connaissances me permettent d'aller plus loin, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une série de vidéos qui vont essayer d'expliquer de A à Z comment se faire un récepteur radio AM. Je vous ferai tout simplement partager mes apprentissages pas à pas au fur et à mesure de ce que j'aurai compris. Comme vous le voyez sur le schéma qui apparaît maintenant, un récepteur radio AM est composé de plusieurs éléments. Il lui faut une antenne, un système de filtrage, un système d'amplification, un système de démodulation, à nouveau un système d'amplification et un haut-parleur. Je vais essayer d'aborder et de décrire vidéo par vidéo chaque élément. Et là, dans cette première vidéo, on va étudier le système de filtrage, le circuit LC résonant ou bouchon. Je vous rappelle, mes vidéos ce ne sont pas des cours, je ne fais que vous partager mes apprentissages. Pour faire très simple, la radio c'est quoi? C'est un signal acoustique basse fréquence, comme la voix ou de la musique, qu'on va transformer en onde électrique basse fréquence, mais cette onde électrique basse fréquence ne pourra pas se propager loin dans l'air, puisque pour se propager loin dans l'air, il faut que ce soit de la haute fréquence. Donc du coup, on va utiliser une onde porteuse haute fréquence, on parle dans ce cas-là de kHz, MHz ou même GHz. Cette onde porteuse haute fréquence, on va ici la moduler en amplitude de notre signal audio basse fréquence, et ainsi on retrouve bien une onde haute fréquence, mais qui a la forme de notre onde basse fréquence. On a donc bien un signal haute fréquence modulé en amplitude du signal basse fréquence, puisque le signal qui est là, on le retrouve bien dans la modulation en amplitude de notre onde haute fréquence. Ensuite, ce signal basse fréquence, on va dire qu'il va voyager sur son onde porteuse à la vitesse de 300 000 km/s, la vitesse de la lumière. Mais après, pour récupérer à la réception ce signal basse fréquence, il va falloir passer par plusieurs étapes. On va avoir besoin d'une antenne pour capter nos ondes radio. Étant donné qu'il y a une multitude de signaux radio qui se baladent dans la nature, eh bien, il faudra isoler notre signal radio de tous les autres qui existent. Donc on va faire un filtrage en fonction de la fréquence. Il faudra amplifier ce signal parce qu'il arrive souvent très faible. Ensuite, il faudra démoduler le signal pour supprimer la porteuse et ne garder que le signal audio basse fréquence. Il faudra à nouveau amplifier ce signal basse fréquence pour enfin l'envoyer dans un haut-parleur pour l'entendre. Je vais essayer dans mes prochaines vidéos de parler de chacune de ces étapes. Dans cette vidéo, on va commencer par étudier le circuit LC en parallèle, bobine condensateur, parce que c'est lui qui va nous servir de filtre. Il va nous permettre de récupérer la fréquence qui nous intéresse et de rejeter toutes les fréquences qui ne nous intéressent pas. Rappel très important, dans toute cette série de vidéos que je vais consacrer au récepteur radio, je ne parle bien que de modulation d'amplitude et pas de modulation de fréquence. Je ne vais pas revenir sur les propriétés des bobines et des condensateurs ici, ça serait beaucoup trop long, je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, donc si vous ne connaissez pas du tout, il faut absolument que vous alliez voir ces vidéos avant de regarder celle-ci. De façon très schématique, au rythme de l'onde radio qui reçoit. Il va y avoir un petit courant qui va se créer dans l'antenne, et ce courant, c'est un courant alternatif, on va dire pour faire simple, qui va aller de l'antenne à la Terre, de la Terre à l'antenne, comme ça, à la fréquence de l'onde qui reçoit. Donc notre courant va chercher à traverser le circuit LC pour aller de l'antenne à la Terre, et revenir de la Terre à l'antenne, comme ça, de façon alternative. C'est notre courant alternatif qui va osciller
au rythme de l'onde radio qu'il reçoit. Il n'y a pas qu'une seule onde radio, il y a une multitude de signaux qui sont émis, donc en fait l'antenne elle va osciller au rythme de centaines d'ondes qu'elle reçoit en même temps. Mais nous, il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse, qu'on veut récupérer. Par exemple, c'est une onde qui serait sur une fréquence de 210 kHz. Donc il faut qu'on trouve un système qui fasse qu'on puisse simplement récupérer le 210 kHz, lire le signal du 210 kHz et ne pas lire tous les autres signaux radio de toutes les autres fréquences. Eh bien, c'est notre circuit LC qui va nous permettre de faire ça. On va créer ce qu'on appelle un circuit bouchon qui ne bloquera que les ondes de la fréquence qu'on recherche. Donc si je veux recevoir du 210 kHz, on va créer un circuit bouchon tel qu'il ne bloquera, pour faire simple, que le 210 kHz. Le 210 kHz ne pourra pas le traverser, c'est comme s'il était rejeté. Par contre, toutes les ondes radio des autres fréquences pourront le traverser. Et alors, si le 210 kHz ne peut pas traverser le circuit LC parce qu'on parle de circuit bouchon, eh bien ça veut dire que si on mettait aux bornes de LC un oscilloscope, on pourrait récupérer le signal de tension, le signal radio, en 210 kHz, puisque justement le courant ne peut pas traverser LC. Donc c'était comme si on avait une très forte résistance, ça serait comme s'il y avait une très forte résistance, et du coup, aux bornes de notre résistance, on retrouverait une tension qui serait proportionnelle au courant qui est envoyé. Donc résumé de façon très simpliste, notre circuit bouchon LC, c'est comme s'il se comportait comme un simple fil qui laisserait passer le courant de toutes les autres fréquences, et qui par contre se comporterait comme une super résistance pour le courant alternatif de la fréquence qu'on veut récupérer. Donc par exemple, si on avait un signal radio d'une fréquence de 200 kHz, eh bien ce signal radio de fréquence de 200 kHz, il pourrait traverser LC. Donc si on mettait un oscilloscope aux bornes de LC, on ne pourrait pas retrouver le signal, puisque le courant pourrait circuler librement, il n'y aurait pas de tension aux bornes de LC. Par contre, pour notre signal d'une fréquence de 210 kHz, lui ne pourrait pas traverser LC, donc on retrouverait bien une tension aux bornes de LC qu'un oscilloscope pourrait lire. Et si un oscilloscope peut lire ce signal, ça veut dire qu'un montage qui sera là pourra également le lire et l'exploiter. Donc c'est comme si notre signal de 210 kHz, hop, il venait là, et il n'arrive pas à rentrer dans LC, donc il est rejeté, et du coup c'est comme si en étant rejeté, on pouvait le récupérer ici. Alors maintenant, il faut que je vous explique très brièvement pourquoi il y a ce phénomène de circuit bouchon à une fréquence donnée avec une bobine et un condensateur. Eh bien, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, un circuit LC en parallèle fait bouchon quand il rentre en résonance avec la fréquence qu'il reçoit. Cette fréquence de résonance donnée par la formule de Thomson est égale à 1 sur 2π racine de LC. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'inductance de la bobine et de la capacité du condensateur, on saura à quelle fréquence ce circuit LC en parallèle entre en résonance. Si on fait en sorte que notre circuit LC il entre en résonance pour une fréquence de 210 kHz, eh bien ça veut dire que quand il va recevoir cette fréquence de 210 kHz, cette fréquence va le faire entrer en résonance. LC va se mettre à vibrer à l'intérieur de lui-même à la fréquence de 210 kHz. Il y a un échange de courant qui va se faire dans LC entre condensateur et bobine, condensateur-bobine, condensateur-bobine. Donc il y a un courant oscillant à la fréquence de résonance de 210 kHz va se faire donc à l'intérieur de LC. Et de fait, par ce fort courant qui va circuler dans LC, le signal qui lui arrivera aussi en 210 kHz ne pourra plus le traverser, il va être comme rejeté. C'est pour ça qu'on parle de circuit bouchon. Par contre, tout en oscillant à cette fréquence de 210 kHz par ce signal de 210 qu'il reçoit, l'antenne recevant aussi d'autres signaux, d'autres fréquences, eh bien les autres fréquences, elles par contre, pourront traverser LC, ce qui fait qu'on ne pourra pas lire ce signal aux bornes de LC, puisque ces autres signaux pourront traverser LC comme un simple fil. Si notre circuit LC est réglé pour entrer en résonance à une fréquence de 210 kHz, on ne retrouvera aux bornes de LC que le signal de tension à la fréquence de 210 kHz. Quand LC entre en résonance à une fréquence donnée et fait bouchon à cette fréquence donnée, eh bien il a son impédance Z qui est à son maximum pour cette fréquence donnée. Le circuit LC aura une impédance faible pour toutes les autres fréquences et il aura son impédance maximum à sa fréquence de résonance. C'est un peu compliqué à expliquer. Si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à revoir plusieurs fois cette vidéo. On sait que la fréquence de résonance F0 de LC en parallèle est égale à 1 sur 2π racine de LC. Alors la formule elle est un petit peu complexe à manipuler. On va se servir d'un site qui comporte une calculette toute faite. Je vous mets le lien de ce site en zone de commentaires de cette vidéo.
Comme vous le voyez, il y a 3 variables, la capacitance en farad, l'inductance en henry et la fréquence de résonance. Il suffit qu'on rentre 2 variables et ça nous calcule la 3e. Donc là, je remets tout à 0. Ça nous donne également l'impédance, Z0, sachant que cette impédance, il faut quand même qu'elle soit un minimum élevé, sinon ça ne marchera pas. Alors dans mon exercice, on va supposer que je veux capter du 9,9 kHz. Alors moi, je vais prendre un condensateur qui fait 100 nanofarad, puisque j'en ai en stock. Donc je rentre ici 100. Il faut faire attention aux unités. Je suis en nanofarad, donc je viens bien sélectionner nanofarad. Ensuite, je rentre ici la fréquence de résonance que je recherche. Moi, je veux du kilohertz, donc je me mets en kilohertz. Je tape 9,9 et puis je fais calculer. Donc là, il m'a calculé l'inductance de la bobine qu'il faut pour récupérer une fréquence de résonance en 9,9 kHz pour ce circuit LC, sachant que son impédance serait de 160 ohms, ce qui est pas mal. Alors là, l'inductance, on vient la lire en se déplaçant ici, voilà. Il faudrait faire une bobine qui aurait une inductance de 2584 microhenry, ce qui correspond à 2,58 millihenry. Il se trouve que j'ai justement une bobine qui fait 2,6 millihenry. C'est pour ça que dans mon hypothèse, j'étais parti sur une fréquence recherchée de 9,9 kHz. Alors le plus dur dans tout ça, c'est de se faire justement une bobine. Pour ça, il faut prendre du fil isolé. Attention, surtout pas du fil de cuivre nu, sinon ça ne marcherait pas du tout. Et puis cette bobine, il faut l'enrouler en l'air, c'est-à-dire ne pas mettre de noyau de ferrite au milieu. Il existe aussi un site qui aide à se faire une bobine. Le voici. On voit que l'inductance de la bobine va dépendre du nombre de spires, du diamètre du fil et du diamètre de la bobine. Là, il précise que ce site ne permet de calculer des bobines que de quelques dizaines de microhenry. Et si on a besoin d'une bobine avec une inductance plus grande, il faudra utiliser une autre méthode. Alors, précision importante, quand on fait une bobine, il faut que les spires soient très serrées, il ne faut pas qu'elles se chevauchent. Et donc, bien sûr, utiliser un fil isolé. Donc, soit un fil émaillé, soit un fil qui a une gaine autour. Voilà la bobine que j'avais fait il y a quelques temps. Elle est en fil émaillé. Pour enlever l'émail, il suffit de passer en bout de fil une flamme de briquet. Elle comporte 300 spires. Elle est enroulée simplement sur un morceau de carton, donc elle est en l'air. Donc vous voyez, elle n'est pas parfaite parce qu'il y a des petits espaces à des moments entre les spires. Elle a une inductance de 2,65 millihenry. On va vérifier ça tout de suite avec le LC émetteur. Et je rappelle, comme c'est du fil émaillé, bien penser à dénuder chaque bout de fil. Voilà, il me trouve 2,67 millihenry. J'en profite pour vérifier la capa de mon petit condensateur numéro 104. Je me mets en lecture de condensateur et il me trouve à peu près 100,8 nanofarad. J'implante ma bobine et mon condensateur en parallèle sur une breadboard et je vais venir brancher en série une résistance de 10 ohms pour vérifier à l'oscilloscope à peu près à quelle fréquence entre en résonance mon circuit LC. Ensuite, je vais envoyer un signal provenant de mon générateur de signaux. Je viens brancher 2 voies de l'oscilloscope de façon à mesurer la tension aux bornes de LC et la tension aux bornes de ma résistance et voir à partir de quelle fréquence les signaux de tension de mes 2 voies de l'oscilloscope seront en phase, ce qui normalement correspond à la fréquence de résonance de LC, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Et on verra que c'est aussi à ce moment-là que la tension aux bornes de LC est à son maximum, c'est-à-dire impédance maxi, et que la tension aux bornes de la résistance sera à son minimum, ce qui montrera bien que LC est en résonance et qui fait vraiment bouchon pour cette fréquence-là. Ici, le signal envoyé par le générateur de signaux, ici LC, ici la résistance qui est en série, et puis ici mes 2 voies de l'oscilloscope, la voie 1 avec le plus ici et le ground là, la voie 2 avec le plus ici, attention, et le ground là aussi. Pensez au niveau de l'oscilloscope à inverser l'affichage de la voie 2, et puis on va donc pouvoir lire les tensions aux bornes de LC et aux bornes de R. La résistance de 10 ohms, elle n'est pas utile pour le circuit LC. Ici, je la rajoute juste parce que je vais faire une expérience de mesure avec les 2 sondes de l'oscilloscope. Alors, bien penser à inverser la voie 2. Ici, je suis sur une fréquence de 300 Hz seulement. Canal 1, la tension aux bornes de LC. Canal 2, la tension aux bornes de la résistance. Un carreau égale 0,5 volts sur mes 2 canaux. Maintenant, je mets les 2 voies en même temps. On voit que la tension aux bornes de LC est plus importante que la tension aux bornes de la résistance pour une fréquence de 300 Hz. Je monte en fréquence. On va voir quoi? Que la tension aux bornes de LC va en augmentant et la tension aux bornes de R va en diminuant.
Je change l'échelle pour qu'on voit mieux. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le signal de tension aux bornes de LC est en avance par rapport au signal de tension aux bornes de R. Là, je change l'échelle d'affichage de tension aux bornes de la résistance pour mieux voir. On voit très bien que le signal de tension aux bornes de LC est en avance par rapport au signal de tension aux bornes de R. Ça veut dire que LC se comporte en courant inductif. Donc ça veut dire que c'est la bobine qui travaille dans LC. Maintenant, je reviens sur 0,5. Je continue de monter en fréquence. Là, je suis à 3,9 kHz. Je continue de monter. On voit que plus on monte, plus la tension aux bornes de la résistance diminue, plus la tension aux bornes de LC augmente. Ça veut dire que l'impédance de LC augmente de plus en plus. C'est bien l'effet qu'on veut rechercher. Là, je vais changer. Voilà. Et puis là, je change l'échelle d'affichage. Ah, là, c'est intéressant. On voit que nos deux signaux sont pratiquement en phase. Je vais vérifier à quelle fréquence mes signaux sont le plus en phase. Ben, je crois que c'est ici. Voilà. Donc vous voyez, là, quand je fais varier la fréquence, on voit un double phénomène. À la fois, les signaux de tension se mettent en phase. Ici, ils se déphasent. Là, ils sont en phase. Là, ils se déphasent. Et en même temps, la tension aux bornes de R va ici en diminuant et là en réaugmentant. Donc c'est bien à cette fréquence-là que à la fois nos deux signaux de tension sont en phase et que la tension aux bornes de la résistance est la plus petite. Parce que si j'utilise la même échelle pour l'affichage de la voie 2 que l'affichage de la voie 1, eh bien voici la vraie tension aux bornes de la résistance. On voit qu'elle est vraiment très faible. Et il se trouve que ce phénomène se produit à une fréquence de 9,1 kHz. Alors que d'après la formule de Thomson, en théorie, j'avais une fréquence de résonance à 9,77 kHz. Alors l'écart peut provenir déjà du fait que mon condensateur, quand je l'ai mesuré, il faisait 101 nanofarad et non pas 100 comme j'ai rentré dans la formule, puisque c'était un numéro 104, et un numéro 104 en théorie, c'est 100 nanofarad, mais il y a toujours une petite marge d'erreur. En plus, l'écart va venir également des capacités parasites de mon oscilloscope, puisque l'oscilloscope va légèrement fausser les mesures. On voit donc bien qu'à cette fréquence de résonance, la tension aux bornes de LC est très grande, donc forte impédance de LC, et la tension aux bornes de la résistance, c'est là qu'elle est la plus faible. Donc LC fait bien bouchon. Si je redescends en fréquence, on va voir que la tension aux bornes de la résistance augmente, pendant que la tension aux bornes de LC diminue. Et inversement, si je passe au-delà de la fréquence de résonance, eh bien j'ai la tension aux bornes de LC qui diminue à nouveau et la tension aux bornes de la résistance qui augmente à nouveau. Donc le seul point où la tension aux bornes de LC est à son maximum et la tension aux bornes de R à son minimum, c'est à la fréquence de résonance de LC, ici à peu près 9,5 kHz. Donc là j'ai bien un circuit LC qui a une fréquence de résonance, on va dire tout proche de 9,5 kHz. Maintenant qu'on s'est un petit peu familiarisé avec les filtres LC, il est temps de passer à l'étape d'après, la démodulation d'un signal AM. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!